La dissociation électrolytique, chapitre 2.2. La première des choses, on a vu dans la première partie qu'il y avait des liaisons covalentes. Donc, les liaisons covalentes qui impliquent que j'ai toujours un non-métal avec un non-métal. Donc, ça veut dire que quand ils ne se défont pas dans l'eau, donc, par exemple, si j'ai du sucre comme ceci, bien, dans l'eau, ça va donner du sucre, mais juste fondu en plus petites particules à l'intérieur de l'eau. Comme il n'y a pas de charge, ce sont des non électrolytiques qui ne conduisent pas l'électricité. Donc, les autres, ne conduisent pas l'électricité. Donc, tout ce qui est liaison covalente ne va jamais conduire l'électricité. Par contre, le deuxième type de liaison qu'on a vu, les liaisons ioniques, ce sont des liaisons, par exemple, comme le sel de table. Quand il se dissocie, il fait des ions plus et des ions moins. Oups, Cl-. Donc, les plus et les moins vont faire des solutions qui sont électrolytiques, qui conduisent l'électricité. Qu'est-ce qui fait que l'électricité va être conduite? Bien, au fond, dans la dissociation électrolytique, c'est que quand j'ai de l'eau avec des Na+, et des Cl-, quand je mets le petit DCE à l'intérieur avec les deux électrodes, bien, la petite pile qu'on a ici à l'intérieur, va permettre aux électrons de se déplacer. Et quand j'ai des charges moins et des charges plus dans l'eau, les électrons vont être capables de voyager sur ces charges-là. Les électrons ont besoin de charge pour être capables de se déplacer dans l'eau et de revenir finalement à la pile, faire un circuit et faire en sorte que la petite ampoule s'allume. C'est la dissociation électrolytique. Donc, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que toute liaison qui implique un métal avec un non-métal, donc une liaison ionique, va toujours conduire l'électricité. Donc, on a l'exemple ici. Ici, on a le glucose. Donc, le glucose, tout ce qu'il fait, c'est des gros amas de glucose. Fait que quand je le mets dans l'eau, ces amas-là vont se dissocier un peu, mais ils ne formeront pas d'ions. Donc, l'ampoule n'allume pas. Contrairement à du NaCl, comme on a ici. Donc, il va avoir les charges positives. C'était du LiCl, je pense. En tout cas, c'est pas important, c'est la même chose. Les charges positives vont se coller sur une des électrodes, la cathode. Les charges négatives se collent sur l'anode. Et les électrons qui partent de la pile vont être capables de circuler à l'intérieur de l'eau pour permettre à la lumière de s'allumer. Les électrolytes sont donc toutes les liaisons ioniques possibles qu'on va avoir. Dans les liaisons ioniques qu'on peut avoir, d'abord, il y a la force des électrolytes, donc une substance qui va se dissocier très peu, donc former très peu d'ions, comme le fluorure d'hydrogène, qui est un acide. Il va y avoir très peu de H+, et de F-. Comme il n'y en a pas beaucoup, c'est difficile pour les électrons de se déplacer, ce qui va faire en sorte que c'est un électrolyte qu'on appelle faible. Et si je prends du NaCl, le NaCl, lui, c'est le contraire. Quand il va avoir des charges, il se dissocie presque totalement. Donc, lui, il va être un électrolyte qui va être très fort. C'est juste ça la différence entre le faible et le fort. Par contre, tu ne peux pas savoir quand c'est faible ou c'est fort, soit, je te le dis, soit tu fais une expérience. Mais tu ne peux pas deviner que oui ou non, il va y avoir des électrolytes qui sont forts ou qui sont faibles. Maintenant, dans les électrolytes, on va avoir 3 types de solutions. On va avoir les acides. Les acides, comment on les reconnaît? C'est toujours la même chose. Okay? Un acide, on le reconnaît à une solution qui commence par un H avec un non-métal ou un ion polyatomique, tout le temps, parce que c'est un ion. Donc, un ion polyatomique. Ce sont des acides. Donc, du HCl, par exemple, du H2
SO4. Ça ne change rien qu'il y ait un 2 ici. Ça commence par un hydrogène, c'est des ions. Même si l'hydrogène, c'est un non-métal, dans les acides, on les considère comme des donneurs d'électrons parce qu'il tend à se séparer beaucoup de son électron sans vraiment le donner. Mais il va l'éloigner tellement, on va parler d'une liaison covalente à tendance ionique. Et il va former dans l'eau des ions qu'on appelle H+, bien sûr, et Cl-. Puis dans le cas de la deuxième, ce serait 2 ions H+. Le 2 qui est ici va se positionner H+, devant, et le SO4 qui est un ion polyatomique qu'il faut savoir qui est le sulfate, bien sûr. Donc, les acides commencent par H. Maintenant, petite exception. On a un acide qu'il faut que tu connaisses et que tu saches reconnaître selon ses 3 formes. Ça peut être du CH3COOH. Oui, il termine par un H, il ne commence pas par un H, je t'explique pourquoi dans quelques instants. Ça se peut qu'on mette le H devant, ça va donner HCH3COO, ou bien on peut dire HCH3CO2. C'est la même chose. Il s'agit du vinaigre de table. Donc, l'acide acétique. Pourquoi il faut savoir ça? Bien, parce que le ministère s'amuse à mettre vinaigre, acide acétique, CH3COH, HCH3CO. Il s'amuse à le mettre de toutes sortes de façons. Fait que ça, c'est un acide et celui-là, il faut être capable de le reconnaître. Maintenant, si je prends la deuxième formule que j'ai ici, j'ai un ion H+, donc HCH3COO. C'est mon ion H+, et le CH3COO, c'est un ion polyatomique qui s'appelle acétate. Donc, ça répond à ce que j'ai dit au départ, H avec un ion polyatomique. C'est pour ça que c'est du vinaigre, c'est l'acide acétique. Fait que celui-là, il faut être capable de le reconnaître. Là, c'est vraiment la pogne de l'examen du mystère. Il est toujours quelque part. En deuxième, on a les bases. Les bases sont plus traîtres à reconnaître, parce que c'est toujours un métal, ça va, suivi de l'ion hydroxyde, OH-. Une base se termine par OH, mais tout ce qui termine par OH n'est pas une base. Donc, du NaOH, c'est une base. Du CH3COOH, c'est pas une base. Ça termine par une OH, mais c'est pas une base. En fait, c'est le vinaigre que je viens de te donner. Mais c'est un exemple de molécule qui peut faire varier des carbones et des hydrogènes avant avec des oxygènes. Il y en a beaucoup de ça. Ça pourrait être CH3OH. Ça termine par OH, mais ça ici, ce n'est pas un métal. C'est deux non-métaux. Ça ne répond pas à la base. Par contre, ici, à la place du métal, on pourrait avoir un seul ion polyatomique qui pourrait prendre sa place parce qu'on en a vu seulement un qui était positif. Le NH4OH, c'est une base. C'est le seul là, qui ne commence pas par un métal, qui commence par un ion polyatomique, une base. Et pour terminer, on a les sels. Donc, les sels, c'est un métal suivi d'un non-métal ou d'un ion polyatomique, là, toujours. Donc, tout ce qui ne correspond pas à l'acide et la base qui fait des liaisons ioniques. Fait qu'un métal, ça pourrait être du magnésium suivi de l'oxygène. Ça pourrait être du magnésium suivi du chlore. Ça pourrait être du potassium suivi de l'iode. Donc, un métal avec un non-métal. Ça pourrait être un ion polyatomique, ça pourrait être du magnésium suivi de l'ion sulfate SO4, MgSO4. Ce sont des sels. Donc, tout ce qui produit des ions dans l'eau, donc toute liaison ionique, sont des électrolytes, conduisent l'électricité. Tout ce qui est liaison covalente, donc deux non-métaux, ça ne conduit pas, donc ce sont des non-électrolytes. Maintenant, l'acide a un pH qui est inférieur à 7. La base a un pH qui est supérieur à 7. Les sels et ce qu'on va appeler les autres solutions vont avoir un pH égal à 7.